Ma propre mère s'est levée au tribunal, m'a pointé du doigt et a hurlé que j'étais mentalement incapable. Je n'ai pas dit un mot. Puis la juge s'est penchée en avant et a posé une seule question à l'avocat de ma mère, et tout a basculé. Ma mère n'a pas hésité. Elle a pris une grande inspiration, a réajusté son carré de soie hors de prix et s'est préparée à renchérir sur ce mensonge qu'elle tissait depuis une décennie. Je me contentais d'observer une rayure profonde sur la table en chêne massif, en comptant les secondes. Dans mon monde, le premier qui se met à hurler est généralement celui qui a le plus à perdre. Assise ici à la terrasse d'un café, regardant les passants défiler, ce sont ces moments de calme qui vous font réaliser à quel point la vie est imprévisible. Avant de continuer, d'où me regardez-vous? Et quelle est votre boisson préférée en ce moment? Mais retournons dans cette salle d'audience glaciale. L'air, au tribunal judiciaire de Bordeaux, était lourd, imprégné d'une odeur de vieux papier, de cire pour parquet et de ce genre de désespoir absolu que seul l'argent peut déclencher. C'était l'un de ces après-midi étouffants du sud-ouest de la France, où la chaleur semblait s'écraser contre les fenêtres comme un invité indésirable. Mais à l'intérieur du tribunal, la température était glaciale. J'avais 35 ans et, selon Véronique, la femme qui m'a mise au monde, je n'étais plus apte à gérer ma propre vie, mon compte bancaire, ni l'héritage que ma grand-mère avait laissé. Véronique n'avait pas l'air d'une méchante. Elle ressemblait à une fille en deuil, tirée à 4 épingles dans un tailleur anthracite qui transpirait la bourgeoisie de province et la grâce calculée. Lorsqu'elle a hurlé le mot incapable, le son a résonné contre les hauts plafonds, vibrant à travers les bancs en bois où étaient assis quelques observateurs. J'ai senti le poids de tous les regards de la pièce se braquer sur moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas levé les yeux pour y lire de la pitié ou du jugement. Au lieu de cela, j'ai gardé le sang-froid d'une experte en évaluation des risques de haut niveau. Je ne considérais pas ce tribunal comme le théâtre d'un drame familial, mais comme une zone de menace que j'étais en train d'auditer. Dans mon métier, on dit souvent, plus le bruit est fort, plus le signal est faible. Et Véronique générait énormément de bruit. Elle a parlé de mon passé avec un tremblement répété dans la voix, tissant un récif et d'instabilité, de crises émotionnelles et d'une prétendue incapacité à supporter le poids d'une telle succession. Elle déterrait des fantômes vieux de 20 ans, remontant à l'époque où j'avais 15 ans. C'est l'année où mon monde a cessé de tourner. L'année où mon père est parti et où Véronique l'a remplacé par une série de distractions hors de prix et par un homme nommé Laurent, qui regardait notre famille comme un pur investissement immobilier. Je me souviens de cette adolescente de 15 ans. Elle était brisée. Oui, elle se noyait dans le traumatisme d'un divorce qui ressemblait davantage à une démolition en règle. Je me souviens des rendez-vous chez le psychologue scolaire du lycée, des coins sombres où j'essayais de cacher mes larmes, et des dossiers médicaux que Véronique avait conservés comme des munitions dans un coffre-fort. Elle n'inventait pas une histoire aujourd'hui. Elle utilisait comme une arme les cicatrices d'une enfant dont le seul crime avait été d'avoir besoin de sa mère. Elle occultait tout le contexte, les 20 années de guérison, la brillante carrière que j'avais bâtie, pour ne laisser que l'image d'une adolescente fragile. La juge Delcourt était assise derrière son pupitre, son expression aussi indéchiffrable qu'un registre de comptes clôturé. Elle était connue pour sa rigueur, une femme qui avait passé des décennies à percer à jour le jeu d'acteur des gens désespérés. Elle a laissé Véronique parler pendant très longtemps, et je savais pourquoi. Le silence était ma forteresse. Dans le secteur de l'audit financier, celui qui parle le plus est celui qui expose le plus de failles. Véronique pensait que mon silence était un signe de capitulation, un drapeau blanc hissé face à sa puissance de frappe supérieure. Elle n'avait aucune idée qu'il s'agissait en réalité d'une clôture de sécurité. Pendant des années, j'avais vécu dans un état d'hypervigilance, un mécanisme de survie né de la violence psychologique. Quand vous êtes élevé par quelqu'un qui traite vos émotions comme un passif financier, vous apprenez à analyser le monde à travers des données. Vous arrêtez de réagir, et vous commencez à enregistrer. C'est ma grand-mère, Madeleine, qui m'avait appris cela. Elle avait coutume de dire que les gens mentent, mais que les chiffres n'ont pas d'intention cachée. C'est elle qui m'avait recueilli quand Véronique avait décidé que j'étais une charge trop lourde. Madeleine ne m'a pas abreuvé de banalités réconfortantes. Elle m'a donné un livre de comptes. Elle m'a appris à équilibrer un budget bien avant que je n'ai l'âge de passer le permis de conduire. Et surtout, elle m'a appris à repérer une ligne comptable qui n'avait rien à y faire. Alors que Véronique se rasseyait, lissant son tailleur avec la satisfaction de quelqu'un qui croyait venir de prononcer une plaidoirie finale parfaite, son avocat a esquissé un petit signe de tête arrogant.
Il pensait m'avoir piégé dans mon propre passé. Il croyait que les dossiers d'une adolescente endeuillée pèseraient plus lourd que la réalité d'une femme de 35 ans qui évaluait les risques pour les géants du CAC 40. La juge Delcourt s'est penchée en avant, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Elle a regardé l'avocat de ma mère et a posé cette fameuse question qui a aspiré tout l'air de la pièce. « Maître, n'avez-vous vraiment aucune idée de la personne que vous attaquez en justice aujourd'hui ?» L'avocat a cligné des yeux, sa posture assurée vacillant l'espace d'une microseconde. « C'est une comptable, madame la juge, a-t-il répondu. Elle travaille dans la région. L'ombre d'un sourire a failli effleurer mes lèvres, mais j'ai gardé un visage clinique. La juge n'a pas répondu immédiatement. Elle a tourné son regard vers moi, puis vers ma mère, dont le visage commençait déjà à perdre son teint si soigneusement entretenu. La lueur de reconnaissance dans les yeux de la juge a été la première fissure dans le mur de Véronique. Elle pensait que cette audience avait pour but de s'emparer de la maison de ma grand-mère et de me faire passer pour folle. Elle ne se doutait pas qu'il s'agissait en réalité d'un audit de sa propre âme. Et en tant que professionnel, je savais exactement ce qui arrivait aux personnes qui échouaient à un audit. Le vaste domaine près de Saint-Émilion était le vestige d'une époque où le mot famille signifiait bien plus qu'une simple bataille juridique. Il trônait au bout d'une longue allée bordée de mousse, entouré de chênes centenaires qui semblaient murmurer les secrets de famille à quiconque était assez patient pour les écouter. De l'extérieur, la propriété était un chef-d'œuvre avec ses grilles en fer forgé et ses pierres blanches de taille, le symbole de l'héritage que Véronique et Laurent étaient si désespérés de s'approprier. Mais pendant 2 ans, j'avais vécu derrière ces murs. Et je savais que la véritable histoire ne se trouvait pas dans l'architecture. Elle résidait dans cet air qui sentait le nettoyant à la lavande et dans le lent tic-tac rythmique d'une horloge dont le temps s'écoulait inexorablement pour ma grand-mère, Madeleine. Je n'étais pas seulement là pour lui tenir la main pendant qu'elle s'éteignait. J'étais celle qui vérifiait les factures de la pharmacie, qui gérait les plannings des infirmières à domicile et qui s'assurait que le toit ne s'effondre pas sous le poids des intempéries. Véronique et Laurent n'apparaissaient que les jours de beau temps, quand les occasions de prendre des photos flatteuses étaient nombreuses. Ils débarquaient en trombe, empestant le parfum de luxe et l'alcool, jouaient le rôle de la famille dévouée pendant une petite heure, puis disparaissaient pour retourner à leur dîner mondain à Bordeaux. Ils regardaient cette maison et y voyaient du capital. Moi, je regardais cette bâtisse et je voyais la femme qui m'avait tout donné quand ma propre mère m'avait traité comme une police d'assurance arrivée à expiration. 6 mois avant son décès, j'ai remarqué la première anomalie. J'étais assise à son bureau en acajou, examinant les mouvements du compte de gestion du patrimoine, et les chiffres ne concordaient pas. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Il a ralenti, exactement comme il le fait lorsque j'identifie un risque systémique majeur au travail. J'ai découvert une série de retraits irréguliers qui contournaient toutes les procédures de sécurité bancaire habituelles. Laurent, un homme dont la seule véritable contribution à la famille se résumait à un historique de mauvais paris et de dettes de jeu, avait trouvé une faille. Il avait secrètement et illégalement retiré 96 400 € du compte de ma grand-mère. Il ne l'avait pas fait en une seule fois. Il l'avait fait à intervalles irréguliers, pensant que des montants arrondis passeraient pour des réparations de la maison ou des frais médicaux. Mais je traquais la fraude depuis des années. Je savais que ceux qui volent une fois s'arrêtent rarement. Et Laurent était un homme qui vivait dans un état de privation constante d'oxygène financier. Il avait utilisé cet argent pour rembourser des sites de paris en ligne basés à l'étranger et les créanciers qui commençaient à tourner autour de ses propres entreprises en faillite. Laurent avait orchestré un réseau complexe de fraude totalisant 1,8 million d'euros. Mais cet argent était bloqué sur des comptes offshore gelés et dans des investissements hasardeux à l'étranger. Il était riche sur le papier, mais il se noyait sous les dettes immédiates. Il avait désespérément besoin de 96 400 € d'argent frais pour empêcher un créancier privé de saisir ses voitures et ses bureaux. Et il avait pensé que le compte de ma grand-mère était un distributeur automatique facile et intraçable. C'était une manœuvre grossière et paniquée, le genre d'erreur qu'un voleur fait quand il est dos au mur. Le vol était purement clinique, mais la conséquence a été immédiate. Parce que Laurent avait siphonné le compte pour garder la tête hors de l'eau, les fonds étaient épuisés. Lorsque l'avis de la taxe foncière du domaine est arrivé, il ne restait plus rien. Ce n'était pas de simples lettres de relance, c'était des mises en demeure avant poursuite. Laurent avait détourné les provisions pour impôts pendant 3 années consécutives, cachant le courrier pendant que les pénalités de retard s'accumulaient. La maison n'était pas seulement endettée. Elle était à quelques semaines d'une vente aux enchères sur saisie immobilière par le Trésor public. Cette propriété,
qui appartenait à notre famille depuis des générations, était sur le point d'être confisqué. Je n'ai pas appelé Véronique pour hurler. Au lieu de cela, j'ai traité ma mère et mon beau-père comme une créance douteuse que j'étais obligé de restructurer. J'ai ouvert mon propre compte épargne et j'ai viré exactement 96 400 € de mon argent durement gagné sur le compte de la succession pour payer les impôts. J'ai sauvé la maison, mais je ne l'ai pas fait pour eux. Véronique et Laurent pensaient être les prédateurs et que je n'étais que la fille docile qui payait les factures. Ils ne réalisaient pas qu'en utilisant mon propre argent pour couvrir leur vol, je venais officiellement d'acheter le droit de provoquer leur chute. Véronique comprenait les rouages de l'image de marque des entreprises avec une précision terrifiante. Elle n'avait pas besoin de gagner le procès pour me détruire dans l'immédiat. Elle avait juste besoin de semer un doute suffisamment toxique pour briser mon ascension professionnelle. La lettre anonyme qu'elle a envoyée à la multinationale où je travaillais exprimait simplement une profonde inquiétude pour mon bien-être, citant ma prétendue instabilité mentale comme une menace globale pour l'entreprise. Mais Véronique ne s'est pas arrêtée aux mots. Elle avait joint une copie certifiée de la demande de mise sous tutelle en cours, donnant l'impression que j'étais un risque juridique pour les comptes milliardaires du cabinet. Dans le monde impitoyable de la finance d'entreprise, le mot risque est totalement radioactif. La salle de réunion du bureau était glaciale. Ma supérieure, une femme que je respectais depuis 5 ans, refusait de me regarder dans les yeux. Elle me parlait avec le jargon creux des ressources humaines. Je suis resté assise là, regardant ma vie professionnelle se faire démanteler. Je n'étais pas renvoyé. J'étais mis au placard. Plus de nouveaux contrats, plus d'accès aux serveurs sécurisés, et interdiction d'intervenir en tant qu'experte. Cette année passée à bâtir une forteresse de crédibilité venait d'être effacée par le simple dépôt du mensonge malveillant d'une mère. Hugo, mon nouveau petit ami, a été le pilier suivant à s'effondrer. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, son visage figé dans un masque de compassion lasse et totalement déplacé. Mais Véronique avait passé des semaines à lui empoisonner l'esprit, nourrissant ses propres insécurités professionnelles avec des mensonges sur mon supposé déclin mental et le scandale imminent. Il n'est pas parti simplement parce qu'il avait peur. Il est parti parce que Véronique lui avait offert une porte de sortie d'une relation complexe qu'il était trop lâche pour assumer. « Camille, elle a peut-être raison à propos de ton stress », m'a-t-il murmuré en fuyant mon regard. Passer une évaluation psychologique ne veut pas dire que tu es folle. Ça lui prouvera juste qu'elle a tort. Il ne comprenait pas que pour des gens comme Véronique, l'affaire n'est jamais vraiment close. Il me manipulait psychologiquement sous couvert d'être la voix de la raison, me poussant à renier ma vérité pour que sa propre vie puisse redevenir confortable. Je n'ai pas pleuré ni crié. J'ai simplement réalisé que notre relation n'était qu'un autre passif dont je devais me débarrasser. Véronique, pendant ce temps, était occupée à conquérir les réseaux sociaux. Elle avait maîtrisé l'art des larmes numériques, publiant des photos du domaine de Saint-Émilion au coucher du soleil. Ces publications étaient de longs récits larmoyants sur la tragédie d'une fille sombrant dans la folie. Elle récoltait la pitié, transformant sa propre cupidité en une fausse campagne de sensibilisation à la santé mentale. Les commentaires affluaient, remplis de prières pour cette mère sainte et de condamnation pour la fille ingrate et déséquilibrée. Être mise sur la touche par mon cabinet n'a pas été une punition. C'était une invitation à partir en chasse. Pendant que Véronique était occupée à jouer les martyrs, j'étais de retour dans mon élément. Véronique croyait avoir gagné, mais elle m'avait en réalité offert la seule chose dont une enquêtrice financière a le plus besoin, du temps. Je n'ai pas perdu une seule seconde en colère. À la place, j'ai procédé à un audit en profondeur de chaque document que Véronique avait déposé pour s'emparer de l'héritage de ma grand-mère. J'ai commencé par la procuration. C'était le passe-partout qu'elle avait utilisé pour déverrouiller les comptes de ma grand-mère. En apparence, le document semblait impeccable, mais j'ai examiné le numéro d'agrément du notaire. J'ai reconnu le nom de l'étude notariale via une vieille base de données régionale sur les fraudes. J'ai passé 4 heures à fouiller dans les registres d'état civil et les archives nécrologiques jusqu'à ce que je trouve. Le notaire dont le tampon figurait sur la procuration de Véronique était décédé depuis 3 ans. Véronique n'avait pas seulement manipulé ma grand-mère. Elle avait usurpé l'identité d'un homme mort pour se fabriquer une autorité légale. C'était un crime passible des assises. Je savais que dans l'architecture de la cupidité, un mensonge est généralement le pilier de soutènement d'une structure bien plus vaste. J'ai commencé à éplucher les paiements des primes d'assurance dans les 2 mois précédant le décès de ma grand-mère.
Véronique avait toujours insisté sur le fait que sa mère s'était éteinte paisiblement. Pourtant, j'ai découvert une dépense secrète. Dissimulée derrière une série de virements détournés, se trouvait le paiement de la prime d'une assurance vie au capital faramineux. Elle avait exploité une faille de la téléconsultation médicale, falsifiant la signature numérique de ma grand-mère sur un certificat médical attestant que la vieille dame était en parfaite santé. C'était une fraude préméditée, un pari obscène sur une femme qui n'arrivait même plus à tenir un stylo. Véronique avait secrètement souscrit cette police d'assurance sur la tête de ma grand-mère seulement 8 semaines avant sa mort. Le montant de l'indemnisation était vertigineux. Véronique s'était mise en position pour toucher le pactole de l'argent du sang. Véronique et Laurent n'étaient pas que de simples voleurs. C'étaient des prédateurs qui avaient compté les jours restants dans la vie d'une femme mourante comme s'il s'agissait du compte à rebours de la bourse. Je n'ai pas appelé la police. J'ai simplement ajouté les documents d'assurance et la preuve du tampon notarial falsifié dans un dossier sécurisé nommé interrupteur de sécurité. Il n'était pas là par hasard. J'avais passé les dernières 48 heures à fournir des tableurs cryptés à la brigade financière de la police judiciaire, reliant le petit vol minable de Laurent à un vaste réseau de blanchiment d'argent offshore. Le silence dans la salle d'audience a finalement été brisé par la juge Delcourt. Elle a regardé directement l'avocat de ma mère. « Maître » a-t-elle dit, sa voix aussi tranchante qu'une pierre à aiguiser. « Avant d'aller plus loin, j'ai une question à vous poser. N'avez-vous vraiment aucune idée de la personne que vous attaquez en justice aujourd'hui ?» Maître Beaumont a réajusté sa cravate en soie. « C'est une comptable, madame la juge » a-t-il répondu. La juge Delcourt n'a pas scié. « Non, maître » a-t-elle dit d'un ton neutre. L'air a totalement disparu de la pièce. La bouche de Véronique s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Cette mère, qui avait passé des mois à me traiter de folle, dévisageait à présent la personne dont le métier consistait à traquer les prédateurs. Je me suis levé. Mon mouvement était clinique. « Madame la juge » ai-je déclaré, pendant que ma mère s'affairait à monter une production théâtrale sur ma prétendue folie, j'étais occupé à réaliser un audit. J'ai remis un dossier au greffier. Je l'ai nommé l'interrupteur de sécurité. Les documents que j'avais méticuleusement rassemblés ont été projetés pour que tout le monde puisse les voir. À l'intérieur de ce dossier, vous trouverez la trace écrite et cryptée d'1,8 million de fraude systémique et de détournement de fonds, orchestrés par Laurent à travers 3 pays européens différents. J'ai fait une pause. Les 96 400 € qu'il a volés sur les comptes de ma grand-mère n'étaient qu'un début. Et voici la police d'assurance vie souscrite secrètement par Véronique sur la tête de sa propre mère, seulement 8 semaines avant son décès. Véronique a laissé échapper un cri étranglé. Ce n'était plus un litige sur un héritage. C'était une scène de crime. Et j'avais déjà pratiqué l'autopsie. Le renversement de pouvoir était absolu. Le visage de Véronique est passé de la pâleur au gris cendré. Son personnage de grande bourgeoise si soigneusement construit s'est désintégré pour laisser place à l'expression d'une escroc prise au piège. Il n'y avait plus de bruit, plus de hurlements sur ma santé mentale. Il n'y avait plus que les chiffres. La juge Delcourt n'a même pas eu besoin d'utiliser son maillet. Elle a simplement regardé le greffier, puis les 2 enquêteurs de la brigade financière qui attendaient discrètement au fond de la salle. Sur la base des preuves présentées, a commencé la juge, ce tribunal juge la demande de mise sous tutelle non seulement infondée, mais profondément malveillante. Je rejette cette requête avec interdiction de la déposer à nouveau. Les preuves d'abus de faiblesse, de faux en écriture publique et de fraude organisée seront immédiatement transmises au procureur de la République pour des poursuites pénales. Maître, votre cliente n'est plus la plaignante. Elle est désormais la principale suspecte dans une enquête criminelle internationale. Laurent a été placé en garde à vue séance tenante, directement au premier rang. Véronique est restée pétrifiée. Elle avait passé sa vie à jouer le rôle d'une femme de la haute société dont le statut ne reposait que sur des dettes et sur la bonté de ma grand-mère. Désormais, elle subissait la réalité de ce qui arrive quand le crédit s'épuise. Le pouvoir de ma mère n'était qu'une illusion, une couche de maquillage hors de prix qui venait d'être effacée par l'eau glacée de la vérité. Elle avait confondu mon silence avec un chèque en blanc, et mon endurance avec une ligne de crédit illimitée. Véronique a finalement été condamnée à 5 ans de prison ferme pour faux, usage de faux et escroquerie. Laurent a écopé de 10 ans de réclusion pour son rôle dans le détournement de fonds et les montages financiers illégaux à travers l'Europe. La police d'assurance vie a été annulée,
et le 1 800 000 € que Laurent avait fait transiter par les comptes a été saisi pour dédommagement. Je ne suis pas resté pour les regarder se faire emmener menottes au poignet. Au lieu de cela, je suis retourné à Saint-Émilion. J'ai vendu le domaine et utilisé les 96 400 € que j'avais récupérés, ainsi que le reste de l'héritage, pour créer un fonds de défense juridique pour les personnes âgées. Je l'ai nommé la Fondation Madeleine, une institution dédiée à la protection des seniors contre ce genre précis d'abus financiers qui avait visé ma grand-mère. J'ai fini par comprendre que certaines personnes passent leur vie entière à essayer de gagner en faisant le plus de bruit possible. Elles pensent que si elles crient le plus fort ou racontent le mensonge le plus convaincant, elles peuvent réécrire la réalité. Elles ont tort. La justice n'a pas besoin d'un microphone. Elle a juste besoin d'un livre de comptes. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, si vous êtes celui ou celle qui se tient seul face à une famille qui essaie de vous rendre invisible, souvenez-vous de ceci. Votre silence n'est pas votre faiblesse. C'est votre prise de recul. C'est cette pièce silencieuse où vous rassemblez vos faits, où vous vérifiez vos chiffres, et où vous attendez que ceux qui se croient victorieux commettent leur inévitable erreur. À ceux d'entre vous qui ont toujours eu l'impression d'être sur le fil du rasoir, ceux que l'on qualifie de différents ou de difficiles parce que vous avez vu les choses que les autres voulaient cacher, soyez patients. La vérité a son propre rythme. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'espace pour éclater au grand jour. Vous n'êtes pas seul, et vous êtes infiniment plus puissant que le bruit qu'ils font.